Donc, je vais laisser la parole à Antoine Balzeau. Antoine Balzeau est au Muséum d'histoire naturelle, rattaché à l'UMR 71-94, Histoire naturelle de l'homme préhistorique. En fait, on a des collègues, des voisins qui sont rattachés à la même UMR, à Pato par exemple. Et il est aussi responsable d'une plateforme technique de micro- et nanotomographie qui consiste à faire des scans et des scans rayons X qui permettent d'avoir non seulement les surfaces des os, mais la structure interne. Et ça permet d'avoir accès à en négatif, en creux, à des parties anatomiques humaines qui sont détruites. Donc ça permet des nouveaux développements, ce dont il va probablement un petit peu parler, même beaucoup, puisqu'on est sur le sujet cerveau. Et ces thèmes de recherche sont liés à l'étude de la variation de l'Homo erectus, principalement en Asie du Sud-Est, l'émergence des caractères et des spécifications du néandertalien et la morphologie interne du crâne chez les hominidés, fossiles et actuels. Donc je pense que c'est plutôt sur ce sujet-là. Je lui laisse la parole. Merci d'être venu. Merci. Donc bonsoir à tous, merci aussi d'être venus aussi nombreux, c'est vraiment agréable, tant qu'à venir de voir plein de gens, c'est chouette. Tu es donc paléoanthropologue et ce qu'on vous expliquait juste là, c'est que j'utilise en effet beaucoup les méthodes d'imagerie pour étudier l'intérieur des spécimens fossiles. Comme vous avez ici un exemple, c'est le crâne de La Chapelle-aux-Saints, un néandertalien pas très loin d'ici qui est à gauche, dans notre fameuse machine qu'on a appelée Astérix. Astérix parce que c'était très drôle et que c'était le meilleur acronyme qu'on pouvait faire avec accès scientifique avec la tomographie à rayon X. Ça marchait bien. Bon, on a cherché un peu, on avait tomographie, rayon X et tout, on a fini sur Astérix, c'était bien. L'intérêt d'Astérix, c'est que c'est un scanner qui nous permet de faire mieux qu'un scanner classique. On va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le niveau de résolution et c'est vraiment l'intérêt. On peut aller beaucoup plus loin parce que c'est ce qui est sur la photo qui est en bas, c'est un équipement qui fait 16 tonnes. Là, vous voyez l'intérieur de la cuve de plomb, ça fait 5 mètres de long, 2,50 m de haut, de profondeur et tout. Donc ça, c'est une photo de photographe à l'intérieur avec un appareil spécial. Pour vous montrer un peu l'équipement, à gauche, un immense détecteur, beaucoup plus grand que ce qu'on a dans un scanner médical. Au milieu, toujours la Chapelle-aux-Saints et à droite, les tubes à rayon X, donc ce qui nous permet d'obtenir l'image et ce qui nous permet d'obtenir des résolutions qui sont des milliers de fois supérieures à ce qu'on peut faire avec un scanner médical. On est d'ailleurs le musée au monde avec le meilleur équipement d'imagerie et ça permet d'étudier plein de choses. Je vais vous montrer des exemples à la fois de choses très grandes et puis de choses plus petites. Moi, c'est vraiment mon domaine d'intérêt en sciences, ces caractères internes et chez les hommes préhistoriques. Je travaille surtout sur le crâne parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Le squelette, ça fait beaucoup d'os. Les phalanges, les dents, ça me plaît moins. Moi, ce qui me plaît, c'est le crâne. Ça fait déjà pas mal, surtout avec tout ce qui est à l'intérieur en plus. Et ce qui est montré un peu sur l'image du haut, c'est que en étudiant l'objet lui-même, on avait accès juste à des données externes. En plus, un spécimen fossile original, c'est très fragile. On essaye d'y faire attention le plus possible et de plus en plus d'ailleurs. Et l'imagerie, ça nous permet d'étudier tout ça de manière virtuelle et de voir des choses internes. La forme du cerveau, les sinus à l'intérieur de la face, plein d'autres petits caractères internes, ce qui augmente énormément nos possibilités en paléoanthropologie. Mais avant de vous parler de tout ça, et puis vous parler aussi du cerveau de ces hommes préhistoriques, je vais faire quelques rappels généraux sur l'évolution humaine, la préhistoire, parce que c'est toujours bien de savoir de quoi on parle avec précision. Alors, pour commencer, ça, en gros, c'est l'image qu'on pouvait avoir il y a 30 ans et qu'on voit un petit peu encore dans les livres d'école quand ils ne sont pas très à jour, des connaissances sur la préhistoire. Et puis ce dessin-là, qui est souvent la représentation qui nous est donnée, qui nous était donnée, et puis cette idée d'évolution en ligne droite. Le problème, c'est que même si on a tous maintenant plus ou moins conscience du fait que c'est faux, c'est un peu l'image qu'on a en tête, cette idée que les hommes préhistoriques se sont succédés, transformés, qu'au départ, il y avait plutôt des singes à 4 pattes, qu'il y a eu un redressement au fur et à mesure pour arriver à Homo sapiens, qui sera à la fois le plus évolué, le plus adapté, celui qui a le plus gros cerveau, le plus intelligent. Pour plein de raisons, tout ça, c'est tout faux. Mais
il faut justement comprendre ces raisons, essayer d'étudier tout ce détail-là. Première approche, déjà, c'est de considérer ce que nous sommes aujourd'hui. Homo sapiens, c'est une espèce animale, vivante, comme toutes les autres espèces. On n'est pas particulier d'un point de vue biologique, il n'y a pas de différence. Et on ne peut pas descendre du singe, comme on le dit souvent, parce qu'on est lui-même un singe. On fait partie de la grande famille des primates. Ça, c'est une page qui avait été faite pour un journal pour enfants, mais tant qu'à faire les explications simples, c'est pas mal pour montrer les choses. Et un aspect très important en biologie, en paléontologie, c'est la notion de point commun entre des espèces, mais aussi de différence. En classification, quand on essaye de ranger des animaux, on va les mettre dans une même branche quand ils vont avoir des points communs. Et il se trouve que les grands singes et les hommes d'aujourd'hui, donc juste les espèces vivantes, ont un grand nombre de caractères communs. Chez les primates en particulier, il y a la forme des mains, la capacité de faire ça et d'avoir un pouce préhensile. Jamais vous ne verrez votre chat ou une vache faire ça. C'est biologiquement pas possible, alors c'est vraiment un chat très très doué. C'est typique des primates, de pouvoir saisir. Et ça a vraiment une fonction importante et ça a eu tout un impact sur notre corps à nous, mais aussi des autres primates, parce que ça induit plein d'adaptations comportementales, physiques. En gros, les primates ont un corps qui leur permet de se déplacer assez aisément, d'avoir une bonne évaluation des distances, le fait d'avoir les deux yeux sur le devant du visage, une vision en multicouleurs, alors pas tous les primates, mais la plupart des primates, ce qui est assez unique d'ailleurs parmi tous les êtres vivants. On a une très très bonne vision chez les primates. Intérêt, c'est de pouvoir se déplacer, de sauter entre des branches, avoir une bonne vision à distance, pouvoir atteindre sa cible quand on veut sauter. Et puis des mains qui sont très maniables et très capables de saisir les choses. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental des primates et des hommes. Et puis le cerveau, où il y a beaucoup de points communs. On a cette image qui est que notre cerveau est beaucoup plus gros que celui des singes, parce que c'est une réalité, mais je vous en parlerai après. Finalement, il n'y a pas tant de différences. Il y a des différences de taille évidentes, mais il y a beaucoup de points communs aussi dans le cerveau des primates. Cette partie-là de l'image, c'est la branche qui était à droite sur l'image précédente, c'est les différentes espèces d'hommes préhistoriques. Pour vous montrer que nous ne sommes pas forcément quelque chose de situé à la fin d'un processus, mais nous sommes une branche parmi tant d'autres, parce que l'évolution des hommes préhistoriques, ça a été ça. Quelque chose de buissonnant avec des groupes humains qui ont existé de par le temps, qui ont cohabité, et une branche, une feuille qui est restée, mais en partie par chance, pour nous, pas pour les autres, mais par hasard surtout. Si Homo sapiens est le dernier homme sur Terre et le dernier de cette grande branche des hommes, c'est pas parce qu'on a été meilleur que les autres ou plus malin, c'est parce que le hasard l'a voulu. Les autres ont été adaptés à des conditions particulières à des moments donnés. Nous sommes apparus pour diverses raisons aussi et nous sommes restés plus par chance que pour notre intelligence. Ce qui est important aussi, c'est que parmi tous les hommes, on a tout un ensemble de points communs. Et le plus important, en fait, et le meilleur qui permette de définir les hommes, c'est le fait de se tenir debout, c'est la bipédie. Parce que si on pose la question à un paléoanthropologue sur qu'est-ce qui fait un homme, il y a plein de réponses qui nous viennent à l'esprit, être capable de réfléchir, être capable de fabriquer des outils, mais toutes ces réponses-là, elles sont très compliquées à placer dans l'histoire humaine, parce que ce sont des choses qui sont beaucoup plus partagées que ce qu'on pensait il y a 30 ans. Les plus vieux outils qu'on connaisse aujourd'hui, ils ont plus de 3 millions d'années. On sait que ce sont des australopithèques qui les ont faits, donc bien avant le genre Homo. La question du langage, c'est aussi un gros problème. Je vous en reparlerai après au niveau de ce qu'on sait du cerveau. On a longtemps imaginé que Sapiens était le seul à avoir un langage très complexe, celui qu'on a aujourd'hui. C'est certainement pas le cas. Vu les traces qu'on a, on peut imaginer que le langage est plus ancien. Donc en fait, c'est très compliqué de définir ce qu'est un homme. Et finalement, le seul point commun à toutes ces espèces d'hommes préhistoriques, c'est la bipédie, qui est quelque chose qui a des conséquences énormes sur toute la forme du squelette d'ailleurs. Alors pas tout à fait de la même manière chez les australopithèques qu'au sein du genre Homo, mais en tout cas, ça a eu vraiment un rôle important dans l'anatomie de tous ces hommes-là, en particulier une colonne vertébrale assez droite et puis un crâne qui est posé au-dessus avec la jonction entre la colonne vertébrale et le crâne qui se fait en dessous, et ça c'est totalement différent de tous les animaux qui marchent à quatre pattes où la jonction se fait derrière. Et ça c'est vraiment particulier des hommes. Ce qui a aussi un impact sur le cerveau.
Donc pour revenir à l'image d'avant, on ne peut pas descendre du singe puisqu'on fait tous partie de la même grande famille des primates. Il n'y a pas d'espèces plus évoluées les unes que les autres. Toutes les espèces vivantes actuellement sont aussi évoluées, elles sont adaptées à leur environnement. C'est compliqué l'adaptation. On a cette idée que l'adaptation, c'est toujours être meilleur par rapport à quelque chose de donné. Oui, mais justement, c'est par rapport aux conditions de chacun. Si moi, on me demandait de jouer au chimpanzé, j'aurais bien du mal à le faire. Et personne ne penserait que je suis complètement bête parce que j'y arrive pas. C'est juste que je ne suis pas adapté pour vivre comme un chimpanzé. L'inverse est vrai aussi, et ça ne veut pas dire que les chimpanzés sont idiots. Ils savent faire plein de choses compliquées. Donc la première notion importante à retenir quand on parle d'évolution humaine, c'est d'oublier cette idée de linéarité et d'évolution vers quelque chose et vers un Homo sapiens qui serait un peu le sommet de l'évolution. C'est pas comme ça que ça se passe. L'évolution, c'est le hasard, sont des nouvelles apparitions, des nouvelles espèces, et c'est ce qu'on observe en général chez les primates et au cours de l'évolution humaine. Pour revenir à l'image de début aussi sur les espèces fossiles qu'on connaissait, c'est aussi ce qui aide à mieux comprendre l'évolution des hommes préhistoriques, c'est qu'on connaît beaucoup plus d'espèces fossiles aujourd'hui qu'il y a 30 ans et même qu'il y a quelques années parce que ça s'est multiplié. Vous voyez, on est passé un petit peu de cette vision-là à ça, ce qui nous fait une remontée dans le temps très importante et puis surtout une information sur la diversité humaine qui est beaucoup plus importante qu'avant. Les premiers hommes bipèdes qu'on connaisse ont à peu près 7 millions d'années, c'est le fameux Toumaï. Évidemment, il ne faut pas penser que quand on a un fossile, c'est notre ancêtre direct ou qu'on a déjà tout trouvé. Il y a forcément plein de branches par ailleurs qu'on n'a pas trouvées. Et puis quand on met un point sur ce genre d'arbre-là, c'est juste parce qu'on a trouvé un fossile qui a cet âge-là. Ça veut dire qu'il y en a forcément eu avant et après de la même espèce. Donc, imaginons qu'on a une connaissance très partielle de tout ça, rajoutons des branches autour, des branches plus longues, et on se rend bien compte que l'évolution humaine, c'est pas une ligne droite, mais c'est vraiment un buisson avec des espèces qui sont à plein d'endroits et dans plein de régions pendant longtemps. Parfois, regardez, autour de 2 millions d'années, on a 5-6 espèces qui ont cohabité. Et bien, la même chose s'est faite il y a quelques centaines de milliers d'années, où il y avait aussi 4-5 groupes humains différents. Donc, de tout temps, une grande diversité humaine. Et finalement, Homo sapiens, le fait qu'on soit seul, c'est juste un tout petit épiphénomène. C'est quelque chose de très récent dans une histoire humaine vraiment multiple. Tout ça pour en arriver maintenant à vous parler de cerveau. C'était quand même important de faire ce petit préambule justement pour remettre en contexte et voir que les informations et les interprétations qu'on peut en faire peuvent avoir des limites en fonction du contexte et des données qu'on a. Le cerveau, typiquement, c'est un sujet historiquement, dans ma discipline, qui a été très surinterprété, parce qu'on n'en a pas, évidemment, de cerveau d'homme préhistorique qui ne se conserve pas, donc on en a juste des traces, et des traces qui sont assez rares. En fait, les traces qu'on a sont celles que le cerveau laisse sur la surface interne du crâne. À gauche, là, vous avez un cerveau, à droite, vous avez l'intérieur d'une boîte crânienne, et en fait, au cours de notre croissance, chacun, notre cerveau et notre crâne grandissent en même temps, de manière conjointe. L'un pousse sur l'autre et l'autre retient un petit peu l'autre. On ne sait pas exactement qui dirige qui d'ailleurs. Et pendant cette croissance des deux, le cerveau va laisser des marques sur l'intérieur de la boîte crânienne. Et des marques qui sont suffisamment précises et fines pour qu'on arrive à voir un grand nombre des détails du cerveau. Alors on arrive à voir évidemment que la surface externe du cerveau, parce que ce qu'il y a à l'intérieur ne laisse pas de marque, puisqu'il ne touche pas l'os. Mais ça nous permet quand même d'accéder à de belles informations. Pendant longtemps, on se limitait à l'étude des quelques cas exceptionnels qu'on avait pu trouver de fossilisation d'intérieur de crâne de manière naturelle. À gauche, vous avez l'enfant de Tang, qui est un bébé australopithèque trouvé dans le premier tiers du XXe siècle, dont la boîte crânienne avait disparu et juste le sédiment conservé à l'intérieur avait été conservé avec la forme du cerveau. Et d'ailleurs, ce cerveau-là est, depuis 1932, sa découverte, source d'articles les uns après les autres par des chercheurs qui ont des avis différents sur la forme de ce cerveau et ce que ça implique sur ses capacités. À droite, vous avez un autre exemple
qui est sûrement un des plus beaux au niveau de la conservation. Ça, en dessous, c'est un crâne d'Australopithèque, du moins ce qu'il en reste, complètement écrabouillé, déformé. Et ce qui est au-dessus, c'est le moulage de sa boîte crânienne, de l'intérieur, la forme du cerveau, qui par contre, lui, est très très bien conservé. Celui-là est vraiment exceptionnel. Donc, pendant longtemps, ce qu'on pouvait faire pour étudier le cerveau, c'était mouler l'intérieur des crânes. Et il y a des chercheurs qui ont fait ça en grande quantité, par exemple Broca ou d'autres au Musée de l'Homme. On a d'ailleurs des collections très importantes, une des plus grandes au monde. Ça consistait à prendre un crâne, le couper, mouler l'intérieur, et puis en fonction de comment on avait moulé, soit exposer le crâne pour tout récupérer. Évidemment, ça on peut le faire sur des collections de comparaison, ou quand on en a plein, mais on ne va jamais faire ça sur un spécimen fossile qui est unique, qui est exceptionnel, parce qu'on ne peut pas se permettre de le casser. Ce qui fait que la connaissance qu'on avait jusqu'à il y a une quinzaine, vingtaine d'années de la forme du cerveau des hommes préhistoriques, c'était uniquement sur les spécimens qui étaient suffisamment bien conservés pour qu'on puisse voir quand même quelque chose, mais qui étaient suffisamment bien cassés pour qu'on puisse atteindre l'intérieur et le mouler. Donc c'était vraiment un coup de chance en fait, trouver un crâne cassé comme il faut pour pouvoir bien mouler l'intérieur et le récupérer, mais en avoir assez quand même pour que ça puisse être informatif. Donc c'était vraiment limitant. Heureusement, on a maintenant un peu plus de possibilités, grâce en particulier à ce qu'on a appelé l'anthropologie virtuelle, comme si c'était totalement virtuel. C'est pas virtuel, ce sont des vrais objets qu'on image. Donc, par contre, les données sont numériques. Et ça va permettre d'accéder à des choses qui ne sont pas accessibles réellement, physiquement. Ça, c'est un exemple, avec un des trois qui est un objet virtuel. Et c'était une vitrine qui était présentée au Musée de l'Homme il y a quelques années avant qu'il ferme, et qui plaisait bien au grand public, parce que c'est une vitrine qui montrait 3 Homo sapiens célèbres. Alors, celui de gauche, normalement, vous devez pouvoir le reconnaître tous. C'est Cro-Magnon 1, un classique. Celui du milieu, certains l'ont peut-être déjà vu en photo. Il y a son nom qui est écrit dessus, donc on est presque sûr que c'est lui. C'est le crâne de Descartes. Alors il y a vraiment écrit dessus que c'est le crâne de Descartes. On n'est pas pour autant sûr à 100% que ce soit le crâne de Descartes, mais il y a plusieurs indices historiques qui laisseraient montrer que c'est le crâne de Descartes. Et celui de droite, a priori, il n'y a aucune chance pour que vous le reconnaissiez. Vous l'avez tous déjà vu en vrai, j'en suis certain. Mais pas son crâne, en fait c'est le crâne de Lilian Thuram. Et cette vitrine plaisait énormément parce que justement c'était montrer un objet réel, quelque chose qui existe, alors que ça paraissait inconcevable de l'avoir en vrai. En fait c'était juste à partir d'un scanner médical, on avait pu refaire une reconstruction virtuelle numérique du crâne et puis après faire un prototype, imprimer le crâne pour le présenter. Et vous voyez qu'on a des techniques. C'était il y a longtemps, pas très longtemps, mais c'était en 2006, c'était juste avec un scanner médical, et vous voyez que le crâne de droite est d'une qualité équivalente à ce qu'on peut attendre d'un moulage ou d'un vrai crâne, et que ça passe bien. Et c'est la même chose pour les cerveaux. Grâce à ces techniques-là, on va pouvoir imager l'intérieur de plein de fossiles qu'on ne pouvait pas étudier auparavant parce qu'ils étaient trop complets pour pouvoir étudier l'intérieur. Petit aparté aussi, puisque je vais vous parler beaucoup du cerveau, mais il y a eu 2 autres intérêts dans ma discipline au fait de pouvoir étudier l'intérieur. Le premier, ça a été de multiplier le nombre d'informations disponibles. Imaginez, vous avez un objet fragile, rare, que vous pouvez à peine manipuler, vous devez prendre des mesures dessus, vous faites comme ça. Vous faites comme vous pouvez, vous prenez des longueurs, des largeurs, en plus quelque chose d'arrondi. C'est pas évident de prendre des mesures sur un crâne. C'était compliqué. On avait un nombre d'informations sur un crâne qui était vraiment limité. Là, on se retrouve avec des modèles auxquels on peut tout faire, les couper dans tous les sens, regarder à l'intérieur, colorer de couleurs différentes, reconstruire des choses qui sont absentes. On multiplie les informations de manière incroyable. Là, c'est l'exemple du crâne de Cro-Magnon 1. La première ligne vous montre toutes les bulles d'air cachées à l'intérieur du crâne, les sinus frontaux, maxillaires, de l'os phénoïde, de l'os temporal, parce qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur de notre crâne à tous dans ces régions-là. Et l'avantage, c'est qu'on a pu ainsi comparer entre les différentes espèces
et se rendre compte qu'il y avait des différences et que ça avait une vraie utilité pour comparer les différentes espèces. La ligne du milieu, c'est pour montrer la distribution de l'épaisseur de l'os. L'os du crâne est composé de 3 couches différentes. Alors évidemment, avant, pour mesurer l'épaisseur de l'os ou comment l'os est constitué, il fallait avoir un crâne cassé, ce qui était quand même un peu antinomique avec la conservation des collections ou l'intérêt du chercheur. Chouette, il s'est cassé, on va pouvoir voir dedans, c'est un peu embêtant. Là, on peut le faire totalement virtuellement. Et puis voilà, le dernier exemple, c'était un endocrâne, mais avec aussi un avantage très intéressant, c'est qu'un endocrâne, c'est un objet, c'est de l'intérieur du crâne, donc la forme du cerveau. Si vous le prenez en tant qu'objet tout seul, et que vous prenez des mesures, vous pouvez difficilement le comparer avec ce qui était autour, le crâne. Et là, c'est l'intérêt d'avoir ces méthodes d'imagerie, c'est que vous avez les deux objets qui sont ensemble. Donc vous pouvez mesurer la largeur du cerveau par rapport à la largeur du crâne, voir à quelle position ils se trouvent l'un par rapport à l'autre, et faire tout un ensemble de mesures comme ça dans un même référentiel. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi pour faire des études les plus complètes possibles. L'avantage aussi qu'on va avoir, c'est de pouvoir accéder à des choses de très petite taille qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant. Là, c'est toujours le crâne de la Chapelle aux Saints. À droite, vous avez une image, une coupe scanner, ici, qui a été obtenue avec un scanner médical. Cette coupe-là, elle passe ici dans le temporal de ce fossile-là. On voit les bulles d'air, on voit la forme du rocher. Alors ça nous paraît tout pixelisé, c'est juste que cette zone-là, elle fait 2 cm sur 2 cm. C'est avec ça que travaillent les médecins. Quand ils étudient nos images, ils travaillent avec ça. C'est largement suffisant pour voir s'il y a un problème biologique. Pour nous, c'est un peu limitatif, donc on va un peu plus loin. Et ça, c'est une acquisition qu'on avait faite avec le tomographe du muséum à 123 microns. Ça veut dire qu'on est 3 fois plus petit dans chaque dimension, donc 3 fois 3 fois 3, ça fait 27 fois meilleure qualité d'image que cette image-là. Et là, on discernait quelque chose, et on s'est dit, il y a quelque chose de planqué. Donc on a refait une dernière acquisition en augmentant la résolution jusqu'à 23 microns. Ça veut dire qu'on est 5 fois mieux, 5 fois 5 fois 5, ça fait 125 fois mieux. 125 fois 27, là, ça devient trop compliqué à calculer. On est vraiment une résolution qui est plusieurs milliers de fois meilleure entre ici et ici, parce qu'on est 20 fois 400. Oui, ça fait 8000 fois meilleur entre cette image-là et cette image-là, en 3 dimensions. Et la petite chose qu'on voyait là, c'était un des osselets. Les osselets sont les os les plus petits du corps humain, sont les petites choses cachées à l'intérieur de notre os temporal qui servent à la propagation du son entre l'extérieur et notre cerveau. Ce sont les 3 petits os de l'audition. Et des osselets, chez les Néandertaliens, jusqu'à il y a 10 ans, on en connaissait à peine une poignée, très cassés, parce que forcément c'est grand comme ça. Donc quand on essaye de les étudier, vous imaginez comme c'est pratique pour faire des mesures sur un objet qui est de cette taille-là. Et bien grâce au tomographe, on a pu chercher dans tous les fossiles et on en a trouvé depuis une bonne quinzaine, plus de 10 au muséum, au musée de l'Homme. Et là, par exemple, vous avez l'intérieur de l'oreille de l'Apherasie 1, et c'est la première fois qu'on trouve les 3 osselets de l'oreille pour un seul néandertalien. C'est la première chaîne d'un seul néandertalien et la seule qu'on connaisse à ce jour-là. Ce qui est vachement intéressant pour essayer de mieux comprendre aussi la fonction, la manière dont marchaient les caractères anatomiques des hommes du passé. Alors évidemment, c'est difficile exactement de tout étudier parce qu'on n'a pas tous les tissus mous des néandertaliens. Pour le moment, il y a des travaux qui ont été faits sur les australopithèques, les chimpanzés, en comparaison, les hommes. Alors l'intérêt de chimpanzés et hommes, c'est qu'on peut faire des choses sur le vivant et sur l'os, et puis comparer le type de résultat qu'on a pour après l'appliquer aux fossiles. Et la seule étude qui a été publiée sur ça, c'était une comparaison avec les fossiles d'Atapuerca, donc qui sont un petit peu avant les néandertaliens, et qui, semble-t-il, avaient des capacités de propagation du son assez proches de celles des hommes d'aujourd'hui, en tout cas différentes de celles du chimpanzé. Ou au moins, ça voulait dire que d'après l'équipement qu'ils avaient dans le crâne, la forme de leurs os et de leurs petits osselets, ils devaient être capables d'entendre les mêmes bandes de sons que nous. C'est intéressant comme information. Pour Néandertal, on est en train de le faire, puisque pour la première fois, on a une oreille complète, on va être capable d'essayer de faire cette étude-là. On n'a pas assez avancé pour que je vous dise si ça marchait de la même manière.
L'autre intérêt aussi de ces modèles virtuels, c'est qu'on peut repasser dans le réel, même si les données numériques étaient déjà réelles, c'est qu'on va pouvoir prototyper, avoir des modèles physiques. Ça a pas mal d'intérêt, ces choses-là, c'est que ça permet de les montrer, de les manipuler. C'est toujours intéressant de voir les objets en vrai. Ça permet aussi d'imprimer à des échelles différentes. Les OC, je vous disais, ça fait 3 mm. Si on veut, on peut les faire à l'échelle 10. Ça permet de les voir en plus grande taille, et même pour montrer, pour exposer, c'est quand même plus utile. On peut faire des dinosaures miniatures aussi si on a envie. Ça peut être sympa de décorer son salon avec un petit diplodocus d'1 mètre de haut. Il faudrait que j'y pense. Et puis, autre intérêt de toutes ces données-là, c'est que ça permet d'accéder à plus de matériel qu'avant. Imaginez un paléoanthropologue qui travaillait sur le crâne il y a 30 ou 40 ans. Pour aller prendre la longueur et la largeur des crânes, il fallait qu'il aille en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Géorgie, qu'il se balade à travers le monde pour être capable de prendre ces quelques mesures. Au bout de 5 ans, il se rendait compte qu'il aurait dû prendre aussi la hauteur, il avait oublié, il est obligé d'y retourner. Entre-temps, il change d'outil, il a perdu son fichier informatique Excel qui a planté, enfin bref, c'était compliqué, il fallait une carrière pour mesurer tous les crânes. Aujourd'hui, avec les copies numériques, au moins celles qu'on peut étudier, parce que c'est encore un sujet compliqué, il n'y a pas une diffusion de tous les fossiles, on n'a pas accès à toutes les données d'imagerie, mais on peut faire des travaux qui étaient inimaginables auparavant. Moi, en quelques années là, j'ai pu faire des analyses comparatives sur des échantillons qu'on ne pouvait pas constituer il y a 20 ans, parce qu'on ne pouvait pas accéder à autant de matériel. Donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans nos travaux en paléoanthropologie. Et ça a été vraiment très important pour l'étude du cerveau, à la fois parce que ça a permis de multiplier le nombre de spécimens qu'on pouvait imager et atteindre, puisqu'ils étaient complets, on ne pouvait pas voir l'intérieur, mais aussi parce que j'ai pu récupérer des informations sur plein de fossiles différents et essayer d'aller plus loin dans la compréhension du cerveau. En particulier pour les Néandertaliens, ça nous a permis d'avoir pas mal d'informations. L'image de gauche, c'est Emmanuel Roudier qui a fait le dessin, mais à partir, c'est dans le livre que j'ai fait avec lui, et c'est finalement presque le dessin qui m'a, moi, demandé le plus de travail et qui représentait le plus de travail scientifique. C'est que pour faire l'image de gauche, ça m'a pris des heures, et vraiment plutôt des jours de boulot, parce que le propos, c'était d'essayer de représenter un cerveau néandertalien le plus précis possible. Et pour ça, j'ai justement regardé ce qu'on connaissait de l'homme de la Chapelle-aux-Saints, parce que l'idée, c'était de prendre la Chapelle-aux-Saints qui était le plus complet, et j'ai pu voir tout un ensemble de petites stries de marques qui correspondent aux limites entre les lobes. À partir de ça, ça a permis de compléter un petit peu. J'ai pris un cerveau après d'homme actuel que j'ai déformé à la même échelle et puis complété les différentes parties. Et ce qui fait que l'image que vous avez à gauche du cerveau, c'est pas le vrai cerveau de l'homme de la Chapelle-aux-Saints parce qu'on ne le verra jamais, mais les 2/3 des petites marques et limites des lobes que vous voyez, c'était les endroits où il y avait les différentes zones du cerveau de la Chapelle-aux-Saints. Donc on arrive quand même à faire des choses, là c'est artistique, mais suffisamment précises et informatives pour aller étudier le cerveau des hommes préhistoriques après. Première information à propos du cerveau, parce qu'en général c'est quelque chose qui focalise beaucoup l'attention. Pour le cerveau, c'est pas la taille qui compte forcément. On a eu très longtemps cette idée qui était qu'Homo sapiens c'était l'homme avec le plus gros cerveau, que cette grosse taille nous avait permis d'être capable de faire autant de choses et qu'au cours de l'évolution, on voyait bien qu'avant, ils avaient tous des plus petits cerveaux et donc c'était bien la taille du cerveau qui faisait tout. Il y a une partie de vrai. C'est sûr que du temps des Australopithèques, le cerveau était plus petit, Homo erectus plus gros et tout, et qu'il y a une complexification d'ensemble des comportements et que c'est en partie lié à la taille du cerveau. Mais ce n'est pas totalement vrai, pour différentes raisons. Déjà, quand on regarde l'humanité actuelle, il y a une variation très importante entre les populations des différents continents. En Afrique, le cerveau est en moyenne un petit peu plus petit qu'en Europe, qu'en moyenne un petit peu plus petit qu'en Asie. On ne verra jamais de corrélation d'intelligence entre ces différences de taille. Ce sont des différences entre populations. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. De la même manière, en moyenne, le cerveau des femmes est plus petit en taille que le cerveau des hommes. Pourtant, on n'a jamais démontré que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. C'est peut-être même le contraire d'ailleurs. Non, c'est très compliqué de corréler ces choses-là. Il n'y a aucune étude récente qui a pu démontrer un lien entre taille du cerveau et intelligence, simplement parce qu'il n'y en a pas.
Et quand on regarde le détail de l'évolution humaine, il y a justement suffisamment d'exceptions pour se rendre compte que c'est pas aussi simple. Je reviendrai dessus après. L'homme de tout temps qui a eu le plus gros cerveau, c'est le néandertalien. Et à l'inverse, il y a eu des cerveaux très petits, les australopithèques, ou l'homme de Flores, dont je vais vous reparler après, qui avait vraiment un tout petit cerveau. Jusqu'à quel point peut-on trouver des informations sur le cerveau? Je vous disais, on arrive à discriminer la surface du cerveau. En haut, vous avez un cerveau. En bas, vous avez un endocrâne. Donc, le reflet de la forme du cerveau. On voit bien qu'on ne voit pas les mêmes stries, mais on voit quand même un certain nombre de petites marques et dépressions. La première information assez nette, c'est qu'on arrive quand même à délimiter les grandes zones du cerveau. Là, en couleur, je vous ai mis les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, occipitaux et le cervelet. On arrive à voir ces différentes parties du cerveau. Oui, cette partie-là, c'était en fait la limite entre lobes temporaux et lobes pariétaux. Elle est compliquée à voir chez certaines espèces. Donc, puisque le but c'était de faire une étude en paléontologie, on a réuni ces deux zones-là du cerveau. Mais c'était la première fois qu'on essayait de voir les différentes zones du cerveau, parce que la plupart des travaux d'avant qui voulaient étudier l'endocrâne se sont contentés de mesurer la longueur, la hauteur ou la largeur, parce que c'est vrai que ça ressemble globalement à une boule, c'est très compliqué à étudier, et donc se sont basés surtout sur des mesures simples. Là, l'idée, c'était de faire des choses un petit peu plus complètes pour voir s'il y avait des différences de forme et de structure du cerveau chez les différentes espèces d'hommes préhistoriques. Il y en a. Il y a des espèces donc qui ont des différentes parties du cerveau, quand on met à la même échelle, qui sont plus ou moins développées. Nous, notre particularité surtout, c'est d'avoir des lobes pariétaux très développés. Les hommes modernes sont les carrés gris ici. C'est vraiment la particularité d'Homo sapiens. On a un cerveau qui est très haut et des lobes pariétaux qui sont très développés. Mais il y a d'autres zones du cerveau, les lobes frontaux en particulier, qui sont considérées comme très importantes pour la conception, pour la réflexion, le rôle moteur des lobes frontaux. On a longtemps cru que c'était une zone qui était très grande chez Homo sapiens par rapport aux autres espèces ou aux autres primates. Ce travail-là par rapport aux autres espèces ou d'autres travaux par rapport aux primates ont montré que finalement on n'avait pas des très gros lobes frontaux par rapport à la taille de notre cerveau. En fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on imaginait, que le cerveau d'Homo sapiens, il n'est pas si différent que ça. Il rentre aussi dans la variation des autres espèces. Parmi les autres sujets d'intérêt, je suis désolé, ça ne rend pas bien avec la couleur de projection là, on ne voit pas très bien. Le propos, c'était d'étudier les asymétries du cerveau aussi et d'essayer de comprendre les différentes zones. Notre cerveau, il y a plein de spécialistes depuis des siècles qui sont amusés à essayer de voir s'il y a des zones particulières qui correspondent à certaines fonctions. Et dans l'absolu, c'est le cas. Vous voyez le découpage qui est à gauche avec des zones qui correspondent à certains types de fonctions. Par contre, clairement, on sait maintenant qu'une seule fonction ne peut correspondre à une seule zone du cerveau. Et que même chez quelqu'un, le fait de faire une activité, ça ne fera pas toujours fonctionner la même zone. C'est important, par exemple, pour le langage. Une zone indispensable pour le langage, c'est ce qu'on appelle l'aire de Broca, qui est située vers l'avant gauche de notre cerveau. Si on a une lésion ici, on n'est pas capable de parler, c'est certain. Par contre, le fait de parler, ça fait fonctionner cette zone-là, mais ça fait fonctionner plein d'autres zones du cerveau qui ne seront pas les mêmes en fonction de son état de fatigue, du fait de parler au téléphone ou à différents moments de la vie, et qui ne seront pas les mêmes en fonction des différentes personnes non plus. Donc, il ne faut pas imaginer que le fonctionnement du cerveau, c'est simple et qu'on est capable de dire une zone correspond à une fonction et ça va être toujours la même chose. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer de comprendre des variations de forme qu'il peut y avoir au sein du cerveau. Moi, j'ai essayé de le faire, mais c'est ce que montrait l'image d'avant. C'est très compliqué si on prend l'ensemble et qu'on essaye de prendre toutes les zones à la fois. Donc, mon idée, ça a été d'essayer de faire le plus simple possible pour que je sois capable de le faire, de comprendre ce que j'obtenais aussi. Je me suis focalisé sur des zones du cerveau dont on sait pourquoi elles sont asymétriques et qu'elles ont un rôle important. La première zone, c'est ce qu'on appelle les pétalias. Les pétalias, en fait, c'est l'avancée d'avant en arrière de notre cerveau. 95% des gens, et en général sont surtout les droitiers, ont le lobe frontal droit qui est plus en avant que le gauche et le lobe occipital gauche qui est plus en arrière que le droit. C'est lié à la latéralité manuelle et c'est lié aussi au langage. Et chez les gauchers,
c'est en partie comme ça, mais justement les 5%, ils sont inversés avec le cerveau dans l'autre sens. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très corrélé avec nos capacités fonctionnelles d'utilisation des mains et de langage. Ces caractères-là, ça avait été impossible de les étudier chez les autres primates avant par manque de matériel. Là, on a pu le faire sur des endocrânes en ayant des techniques super simples. S'il y a des gens qui connaissent les mathématiques, moi je fais juste des triangles et puis je mesure des distances par rapport à des triangles et puis si un point est au-dessus ou plus en avant que l'autre. Donc c'est vraiment très très simple, mais l'intérêt c'est que ça fonctionne bien. Ça je ne vous l'expliquerai pas parce que c'est plus compliqué, mais ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'il y avait des asymétries qui étaient les mêmes pour les hommes et les grands singes. En comparant hommes et chimpanzés, on se retrouve avec des courbes qui sont très proches. Ce qui est important, c'est quand les courbes rouges et noires sont du même côté qu'il y a des petites étoiles. Les petites étoiles, en mathématiques, ça veut dire que c'est différent, que c'est significatif. Et ce qui nous a vraiment étonné, c'est qu'on retrouvait la même chose pour tous les caractères qu'on a étudiés entre les hommes et les grands singes. Ça veut dire qu'ils ont le même type d'asymétrie que nous, mais par contre, vous voyez que les courbes noires sont beaucoup plus décalées que les rouges. Elles sont beaucoup plus grandes, les asymétries, chez les grands singes que les hommes. J'avais oublié que cette diapo était là à propos de l'ère de Broca. Cette zone-là, on est sûr que c'est une zone fonctionnelle grâce à M. Broca, qui en 1860 n'a pas fait de l'expérimentation directe sur des hommes, mais qui a eu, j'allais dire la chance, pour eux c'était pas vraiment une chance, mais il a rencontré 2 cas d'hommes qui avaient des lésions, mais des vraies lésions dans cette partie du cerveau. M. Lebang, c'était le premier. Le seul mot qu'il était capable de prononcer, c'était « temps », c'est pour ça que c'était son surnom. En fait, il s'était pris une barre de fer sur un chantier à travers le crâne, a été rentré ici, a été ressorti par là, et ça avait arraché un bout de son cerveau. Ils avaient réussi à l'enlever. Il avait survécu très longtemps après, mais il ne pouvait plus parler. Et c'est comme ça que, et il y a eu un deuxième cas après, et c'est comme ça que Broca a pu savoir que si on faisait une lésion à cette zone-là du cerveau, on ne pouvait plus parler. C'est terrible, mais ça a été une des premières avancées fonctionnelles sur le cerveau. Et ben moi, j'ai voulu étudier ça sur les hommes préhistoriques. Hein, j'en avais pas de vivant et puis pas de barre de fer, ça aurait été vraiment compliqué à mettre en œuvre. Donc l'idée, ça a été juste de mesurer la forme de cette zone-là chez les hommes préhistoriques pour voir si on retrouvait le même type d'asymétrie qu'on retrouve chez les hommes d'aujourd'hui, parce qu'on sait que cette zone est asymétrique. Donc j'ai mesuré ce petit point-là sur plein de spécimens pour essayer de voir si on retrouvait des particularités. Ce qu'on retrouve surtout, c'est que cette zone-là, elle grandit en taille au cours de l'évolution. Ici, vous avez des grands singes, ici différentes espèces, Australopithèque, Homo habilis, Homo sapiens et Néandertal. Les deux qui se différencient un petit peu, c'est Néandertal et Sapiens, qui ont par rapport à leur taille une zone qui est beaucoup plus grosse que les autres. Mais par contre, ce qu'on a repéré, c'est que l'asymétrie est toujours la même chez tout le monde. Quand on compare droite et gauche, c'est la même chose chez les chimpanzés que chez les hommes. Et en fait, ça peut être un peu synthétisé par cette image-là, qui représente 10 années de mes recherches. Vous voyez, ça ne représente pas beaucoup finalement, ça va vite la science, où le propos c'était de comparer la forme du cerveau des hommes et des hommes préhistoriques. Alors forcément, vu qu'on a peu d'hommes préhistoriques, quand on veut comparer des asymétries, il faut avoir des échantillons assez grands, parce que comparer des centaines d'hommes avec 2 ou 3 hommes de Néandertal, ça n'a pas de sens, surtout si on regarde juste droite-gauche comme caractère. Avec 5 individus, on n'est pas capable de savoir s'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Il faut avoir plusieurs dizaines d'individus. D'où l'intérêt des comparaisons avec les chimpanzés. Et ce qui fait que pour tout un ensemble d'asymétries qui sont vraiment très classiques de notre cerveau, je vous ai dit l'avancée en avant de cette partie-là du cerveau, le développement vers le côté aussi de cette partie-là en arrière, l'aire de Broca qui est une des zones du langage, donc tout un ensemble de caractères anatomiques liés à nos capacités et qu'on pensait vraiment propres à l'homme, on les retrouve chez les fossiles, mais on les retrouve aussi chez les chimpanzés. Et si on les retrouve chez tous ces hommes-là, ça veut dire que c'est quelque chose soit qui est apparu indépendamment, ce qui en biologie a peu de chances d'arriver en fait, que le même type de caractère apparaisse chez plein de groupes différents, ça n'arrive pas en général. Donc quand on trouve ça en général, on imagine que c'est quelque chose qui a été hérité depuis un ancêtre commun, un dernier ancêtre commun. Donc ça veut dire que ces fameuses asymétries cérébrales qu'on pensait si propres
à nous, parce qu'on n'avait pas pu les étudier chez d'autres, ben, elles sont partagées depuis très très longtemps. Et finalement, ça colle assez bien avec toutes les données archéologiques qu'on a pu faire maintenant. Un des biais qu'on avait, c'est qu'on se disait Homo sapiens est supérieur, un cerveau différent, et il a fait plein de choses, et c'est grâce à ça qu'il a fait tout ça de différent. Depuis, je vous l'ai dit, on a trouvé des outils très anciens, qui ont plus de 3 millions d'années. Le feu est de plus en plus ancien parce qu'on trouve des traces archéologiques plus anciennes. On s'est rendu compte que Néandertal a vu des comportements bien complexes aussi, et que ça impliquait forcément des fonctionnements cérébraux compliqués. Et donc, finalement, ça se tient assez bien avec cette notion que le cerveau, il ne s'est pas transformé d'un seul coup avec Homo sapiens. On a quelques particularités, mais que tout ce qui permet la fonction sont des choses qui sont aussi présentes depuis des millions d'années et qui sont mises en place au cours du temps et développées au cours du temps, permettant aussi des comportements de plus en plus affinés, compliqués, différents, en fonction des espèces d'hommes préhistoriques. Un petit bémol à ça, ou un complément à ça, c'est justement parler un petit peu de ce qui s'est passé chez Homo sapiens. Parce que l'image qu'on a du cerveau d'Homo sapiens, c'est ce qu'on connaît en neuroimagerie aujourd'hui, c'est le cerveau actuel. Il se trouve que notre espèce existe depuis un moment. On a des fossiles qui ont près de 200 000 ans qu'on attribue assez clairement à notre espèce. Depuis cette année, les fossiles de Jebel Irhoud qui ont 300 000 ans sont proposés comme faisant partie d'Homo sapiens. Ils ressemblent un petit peu moins, mais c'est vrai qu'ils ont certaines caractéristiques d'Homo sapiens. Donc bon, notre espèce a 200 à 300 000 ans en gros. Et l'objectif qu'on avait, nous, c'était de voir s'il y avait une variation du cerveau au cours du temps. Pas juste regarder chez les hommes d'aujourd'hui, mais regarder ce qui s'était passé avant. Alors évidemment, on n'a pas pu étudier les fossiles très vieux, parce qu'on en connaît très peu. Je vous disais, Jebel Irhoud, il y a 2 spécimens, 2 endocrânes, mais ils ne sont pas très bien conservés. Après, on a un fossile à 200 000 ans, un fossile à 180 000 ans. Après, quelques fossiles à 100 000 ans, mais vraiment très très peu. Donc on s'est focalisé plutôt sur une comparaison entre les fossiles d'il y a 30 à 20 000 ans et l'homme d'aujourd'hui, pour voir s'il y avait une différence entre le paléolithique supérieur, les hommes de Cro-Magnon en gros, et les hommes d'aujourd'hui. On a donc pris nos endocrânes, on a fait plein de mesures dans tous les sens pour être capable de comparer les différentes zones, les différentes parties en fonction des 2 échantillons. Je vous passe les résultats et je vous le montre directement en image. L'image du bas, c'est une sorte de morphine qui part du cerveau moyen il y a 30 000 ans et qui va vers le cerveau moyen d'aujourd'hui. Je ne me suis pas trompé, hein. Le point de départ, c'était bien celui d'il y a 30 000 ans et le point d'arrivée, c'est bien celui d'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cerveau d'il y a 30 000 ans était 15-20% plus gros que le cerveau d'aujourd'hui. Le cerveau chez Homo sapiens a rétréci en taille depuis quelques dizaines de milliers d'années. On a un plus petit cerveau que les hommes de notre espèce qui vivaient avant nous. Ça montre d'ailleurs bien cette idée que c'est erroné de penser que l'évolution est continue et que c'est toujours une amélioration, que le cerveau est toujours plus gros au cours du temps et qu'on est toujours meilleur. Là, on a quelque chose de différent. On a des groupes humains anciens qui avaient un cerveau plus gros que les hommes d'aujourd'hui. Alors la question d'après, c'était au-delà de la différence de taille, de voir s'il y avait des différences de forme, parce que ça pourrait être le même, mais réduit en proportion. On pourrait s'y attendre, puisque justement, on pensait que le cerveau actuel était bien fait, avait besoin de ces différentes proportions pour bien fonctionner. On se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'il y a des zones qui ont diminué au cours du temps plus vite que d'autres, et d'autres qui ont peu bougé. Si vous regardez la zone en violet, les lobes frontaux, ils se compactent beaucoup, la zone en vert, elle bouge aussi beaucoup, ce sont les lobes occipitaux, alors que les lobes pariétaux au milieu et le cervelet, ils changent très très peu en taille. Ça montre en fait que le cerveau chez Homo sapiens, il est extrêmement plastique. Il y a eu une variation de forme et de taille importante, avec des zones qui peuvent se compacter beaucoup. Alors ce qui est drôle, c'est que les lobes frontaux, historiquement, c'était pensé comme une zone hyper importante d'un point de vue fonctionnel pour les capacités, et même chez Homo sapiens, on voit qu'elles se sont compactées de manière très importante récemment. On sait aussi que le cervelet
chez Homo sapiens actuel, c'est la zone qui varie le moins. Si on compare les cerveaux de tous les gens dans la salle, il y aura une variation importante de taille et surtout pour toutes les zones. Le cervelet, c'est celle qui bouge le moins. Parce que on n'a pas d'explication en fait. Il y a une plasticité importante et des caractéristiques qui sont assez variables. Là, l'intérêt, c'est qu'on a une échelle de temps aussi beaucoup plus grande et que ça nous montre que le cerveau d'Homo sapiens, il a changé au cours du temps parce qu'il y a des hommes différents de nous, notre espèce, mais avec une anatomie et des statures et des formes différentes qu'on a vécues avant nous. Là, je vous ai montré des informations de forme en essayant de lier avec les caractéristiques fonctionnelles qu'on pouvait imaginer. J'espère que j'ai bien fait passer le message que c'était très compliqué de relier la forme du cerveau avec les capacités. En archéologie, l'intérêt, c'est qu'on va avoir un parallèle, on va avoir d'autres informations qui vont nous permettre de pondérer ou de mieux comprendre les choses. Et ça va être très, très utile. Je crois que j'ai mis 2 exemples, et le premier, c'était pour traiter de la notion de la taille du cerveau. Là, vous avez une comparaison entre Cro-Magnon 1 et l'homme de Flores. Là, la même chose par transparence, vous voyez que la taille n'est pas du tout la même. Cro-Magnon 1, il fait 1500 cm3, je crois, l'homme de Flores, il fait 420 cm3. C'est pas du tout la même taille. Et pourquoi ce spécimen-là, ou cette espèce-là est importante? Parce que cette espèce-là, elle est connue en Asie du Sud-Est, sur l'île de Flores, qui lui a donné son nom au départ. Au départ, c'était connu que dans cette grotte-là, où 9 individus différents, mais très fragmentaires, avaient été trouvés, dont un seul crâne. Il y a eu beaucoup de débats sur cette espèce-là. Aujourd'hui, on sait que ces fossiles-là ont entre 100 et 50 000 ans, mais il y a d'autres fossiles qui ont été trouvés ailleurs sur l'île très récemment, qui ont 700 000 ans, et qui ont les mêmes caractéristiques anatomiques, le même type d'outils associés et les mêmes proportions corporelles surtout, qui sont vraiment de petite taille. Donc ça montre vraiment quelque chose qui a existé pendant longtemps, parce qu'une des questions c'était de savoir si c'était pas des cas pathologiques, un artefact finalement d'avoir trouvé un cas vraiment particulier. Là on a une continuité à 700 000 jusqu'à 100 000 ans. Enfin on n'a pas de fossiles entre les deux, mais on a au moins la même forme entre 700 000 et 100 000 ans, ça montre quand même quelque chose d'un peu continu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que était associé à cet individu une faune avec des traces de chasse qui étaient certaines, une faune particulière, parce qu'on est sur une île, et sur une île, les faunes s'adaptent. Là, par exemple, dans la main du monsieur, vous voyez une dent d'éléphant adulte. En fait, c'est pas tout à fait un éléphant, c'est un stégodon. C'est un stégodon nain. C'est la même grande famille des éléphants, parce que les animaux sur une île vont avoir tendance à s'adapter, à se transformer. Les petits animaux vont devenir plus gros. Par exemple, les animaux comme le lézard donnent des varans de Komodo à Komodo, parce qu'ils ont intérêt à devenir plus gros pour être plus protégés, parce que sur une île, les gros carnivores disparaissent toujours. Il n'y a jamais de lions, de tigres préhistoriques sur les îles qui sont petites, parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour eux. Ce qui fait que pour se protéger, les petits animaux vont devenir plus gros, et à l'inverse, ces gros animaux qui avaient besoin de beaucoup de ressources, les herbivores, vont devenir tout petits. C'est pour ça qu'on connaît des formes d'éléphants nains. Même sur les îles de la Méditerranée, il y avait des éléphants de cette taille-là, à certaines époques, même historiques. Les derniers ont disparu il n'y a pas très longtemps. C'est en relation avec le fait de vivre dans un environnement très particulier. Et bien cet homme de Flores, c'est probablement ce qui lui est arrivé. Ça, c'est une dermoplastie qui avait été proposée par Elisabeth Dénès. Ça, c'est moi avec le vrai crâne dans les mains. C'était assez génial ce moment. C'est vraiment un super beau fossile. Et pour que vous ayez une comparaison à l'échelle, cet homme de Flores à côté de moi, tous les deux à poil. Ça m'arrive parfois dans le coin d'ailleurs de mettre des pots de bête. Et toujours pour comparaison, voici la forme du cerveau de cet homme de Flores, qui est donc plus de 3 fois plus petit que le mien. Et pourtant, cet homme, je vous le disais tout à l'heure, a fait des outils. Le type d'outillage qu'il a était à peu près le même que les outils que faisait Homo sapiens à la même époque dans ces régions d'Asie. Donc il n'était pas plus con qu'un Homo sapiens puisqu'il était capable de faire les mêmes outils. Autre chose surprenante, c'est que Flores, c'est une île et ça a toujours été une île.
Et c'est d'ailleurs un des problèmes de cet homme de Flores quand il a été découvert, c'est que certains chercheurs n'ont pas accepté l'idée qu'un homme avec un cerveau aussi petit ait pu faire des outils aussi compliqués que ceux d'Homo sapiens, et puis arriver sur une île, parce que pour arriver sur une île, soit c'est le hasard qui l'a fait, soit c'est forcément de la navigation. Réellement, on a lu des articles. Là, il y a quelqu'un qui proposait que c'était un tsunami qui avait amené les hommes de Flores sur l'île. Je ne sais pas comment ils auraient survécu avec un tsunami qui les amène sur une île, et suffisamment nombreux pour continuer à y vivre. Mais en tout cas, ils y sont bien arrivés, ils avaient un tout petit cerveau, ils faisaient des outils. L'autre problème aussi pour certains des chercheurs, c'est que, imaginez ça, la meilleure explication qu'on ait pour expliquer cet homme-là et cette forme-là, c'est qu'il s'est adapté à son environnement. Et ça, c'était pas recevable pour beaucoup de chercheurs, justement dans cette idée que l'évolution humaine s'était faite toujours vers plus de complexité, plus de taille, toujours un plus gros cerveau. Et là, on avait un être humain qui avait fait comme les animaux sur une île, qui s'était adapté en devenant plus petit, en ayant un plus petit cerveau. Donc, il a vraiment posé problème pour ça. Il pose toujours question, parce que c'est quand même quelque chose de très différent de tout ce qu'on peut avoir. Ce cerveau-là, il est vraiment exceptionnel. Les proportions, la forme sont différentes de tout ce qu'on connaît par ailleurs, et pour le moment, il n'y a vraiment pas d'explication à donner sur ça, sur ce qui a causé ça et pourquoi il a cette forme-là. En tout cas, il existe. C'est une certitude, et ça montre bien que l'évolution humaine, c'est pas si simple, que l'homme parfois s'adapte, et que le cerveau des hommes peut aussi s'adapter de manière très importante, drastique, dans certaines conditions. L'autre très bon exemple, ce sont les fameux néandertaliens, que vous connaissez tous très bien, et qui sont très intéressants parce que les données sont multipliées au cours du temps, et puis aussi sont ceux sur lesquels on a projeté le plus d'idées aussi, et où on a finalement le plus contrarié la possibilité de vraiment comprendre qui ils étaient. Pendant très longtemps, l'image qu'on a eue du néandertalien, c'était forcément quelqu'un de différent de nous, quelqu'un de rustre, quelqu'un qui vivait dans des conditions extrêmement difficiles. On a vraiment caricaturé ce qu'était Néandertal et la manière dont vivait Néandertal. Alors, on l'a fait pour tous les hommes préhistoriques, mais pour Néandertal, ça s'est beaucoup accroché, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette vision-là. L'idée que Néandertal marchait toujours dans la neige et vivait que dans des régions glacées, on l'a ou on l'entend parfois, ou l'idée qu'il ne mangeait que de la viande, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Évidemment, il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des néandertaliens probablement dans des zones relativement froides, mais on connaît aussi des néandertaliens dans des régions qui correspondent à des périodes chaudes, ou même à des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, ou dans des régions plus chaudes que l'Europe d'aujourd'hui. Donc ils ont su s'adapter à plein de conditions. À l'inverse, il est probable que l'image du haut où on voit des mammouths dans une neige absolue, ça devait être quelque chose de rare, et de toute façon, ils n'y vivaient pas pendant très très longtemps, parce qu'on estime qu'un mammouth avait besoin de 200 à 300 kilos de végétaux par jour. C'est difficile à trouver s'il y a de la neige partout. La chose est vraie pour tous les grands herbivores et pour Néandertal aussi. Donc ça paraît idiot d'imaginer qu'il vivait à un endroit où des mammouths géants continuaient à survivre alors qu'il n'y avait rien à bouffer et que Néandertal ne tuait que des mammouths pour pouvoir survivre. C'est complètement bête. On a bien avancé aussi dans les techniques d'analyse et on s'est rendu compte que Néandertal ne mangeait pas que de la viande, ce qui paraissait assez logique, et qu'il y avait une part de végétaux importante et puis aussi d'autres choses, des poissons, des coquillages, etc. L'autre aspect important, c'est tout ce qui concerne les comportements symboliques des Néandertaliens, qu'on leur a longtemps refusé sur un raisonnement un petit peu circulaire. C'est un petit peu comme l'outil et l'australopithèque. Homo habilis, quand l'espèce a été créée, l'idée, ça a été de donner un propriétaire aux outils qui avaient été trouvés à cet endroit d'Afrique de l'Est. En fait, c'était monsieur et madame Leakey qui cherchaient des fossiles, qui avaient trouvé un crâne de paranthrope à cet endroit. Donc ces australopithèques très robustes, avec une crête sur la tête, vraiment particulier. Et ils avaient trouvé des outils aussi. Eux, ça leur posait pas trop de problèmes au tout début. Ils se disaient pourquoi pas, ils ont pu faire des outils en pierre. Ils ont continué quand même à chercher parce que ça posait certaines questions à certains chercheurs. Et ils ont fini plus tard par trouver des restes qu'ils ont attribués à Homo habilis.
Et quand ça a été appelé d'ailleurs Homo habilis, la logique c'était vraiment ça, c'est dire on a trouvé le premier homme, le premier qu'on met dans le genre Homo, puis on lui donne le nom d'habile, vraiment pour signifier que c'était le premier homme intelligent. Donc le premier qui avait fait des outils, c'était forcément Homo habilis. On n'en avait pas la preuve, c'est juste qu'on avait fouillé et qu'on avait fini par trouver un truc qui ressemblait à de l'homo et à qui on a approprié les outils. Donc c'était un raisonnement complètement circulaire et gratuit, ça ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas eu avant. Le problème, c'est qu'on est resté après pendant 40 ans avec cette idée-là. Qu'Homo habilis était forcément le premier à avoir fait des outils, puisqu'on avait décidé que c'était lui qui avait fait les premiers outils. Ce qui fait que quand les outils à 3 millions d'années ont été annoncés, il y a plein de chercheurs qui étaient contre cette idée-là, puisqu'on savait déjà que c'était Homo habilis le premier à avoir fait des outils. Vous voyez que c'est compliqué. Pour l'art, c'était un peu la même chose pour Néandertal. Quand on trouvait du châtel-péronnien en Europe, qui était donc un petit peu différent, qui était très différent du moustérien, qui commençait à ressembler à de l'industrie du poétique supérieur, et qui contenait des objets un petit peu artistiques ou des objets de parure, la logique a été de dire c'est Homo sapiens qui l'a fait. Depuis, on se rend compte que c'est plus compliqué, et puis surtout, on a trouvé dans des sites, même moustériens, des traces de matériaux qui servaient à faire des colorants. On n'a jamais trouvé encore de peinture néandertalienne, peut-être simplement parce que leur trip, c'était pas de peindre dans les grottes et qu'ils préféraient peindre sur les arbres. J'en sais rien, je suis pas en train de dire qu'ils le faisaient, mais c'est juste qu'on ne peut pas tout retrouver non plus. Même écho d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez à Gibraltar, on a la preuve que c'est Néandertal qui a inventé Internet. On a retrouvé un hashtag gravé sur le sol à Gibraltar. Ça ressemble exactement au hashtag actuel, hein. C'est vraiment la même forme. A priori, avec Néandertal à ce moment-là dans la grotte, c'est sûr qu'à cette époque-là, Néandertal n'était pas encore Internet n'était pas encore inventé. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut peut-être juste dire viens pas par ici, ou alors c'est le clan de Grug, ou j'en sais rien. Mais typiquement, ils avaient fait une gravure. Et cette gravure-là, il y a beaucoup de chercheurs qui ont dit non, ça ne peut pas exister parce que Néandertal n'a jamais gravé. Non, c'est juste qu'on n'en a jamais trouvé et peut-être qu'on va finir par en trouver plus. Bruniquel, ça a été un peu la même histoire d'ailleurs. C'est un site qu'on connaît depuis très longtemps, Bruniquel, qui avait été accepté au départ comme site néandertalien, pourquoi pas. Et là, quand ça a été annoncé de nouveau, ça devenait quelque chose d'inimaginable qu'ils aient pu aller au fond d'une grotte, casser des morceaux, les étaler par terre et faire un truc qu'on est incapable d'expliquer. Ça me paraît pas totalement aberrant, moi. Enfin, des hommes qui étaient capables de maîtriser le feu et qui sont allés au fond d'une grotte pour faire soit quelque chose qui pourrait être rituel, soit se faire une beuverie, soit casser tout, soit finalement, ça ne demande pas forcément des capacités super évoluées ou super importantes. Donc il y a vraiment un problème d'appréciation des connaissances et heureusement on a bien avancé pour Néandertal. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter l'expo sur le troisième homme ici avec les objets attribués aux Denisoviens. Il y a des objets de parure et des outils qui ont été faits par les Denisoviens qui sont incroyables. C'est d'une beauté vraiment exceptionnelle et c'était encore une autre humanité que les Néandertaliens. Donc ça montre bien, j'ai un peu devancé mes diapos, on se rend compte qu'il y a eu une diversité de comportements plus importante. En fait, le problème, c'est qu'on pourrait faire sans fin des anecdotes rigolotes sur les Néandertaliens. Parmi les choses qu'on disait, c'est qu'ils ne pouvaient pas chasser des oiseaux parce que c'est trop dur d'attraper un oiseau. Quand on regarde dans le détail des sites néandertaliens, alors je ne dis pas qu'ils se faisaient des costumes comme ça, c'est une vue d'artiste, c'était juste pour rigoler. Hein. Mais si on regarde réellement les informations qu'on a sur les oiseaux, dans les sites néandertaliens, il y a beaucoup d'oiseaux. Ça veut dire quand même qu'ils en faisaient quelque chose et que soit ils avaient la chance que beaucoup d'oiseaux meurent sous leurs yeux régulièrement, soit qu'ils arrivaient quand même à les récupérer et qu'ils les exploitent. Et puis surtout, la trace ultime, la preuve ultime de comportements complexes, parce que justement c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est le fait d'enterrer des êtres vivants. Et il y a encore une partie des chercheurs qui ne veulent pas admettre que les données que nous avons montrent bien que les Néandertaliens enterraient des morts, mais dans les faits, c'est à partir de Néandertal et d'Homo sapiens à peu près à la même époque, qu'on retrouve des corps complets conservés dans des endroits avec une certaine orientation, avec un ensemble de caractéristiques qui font que l'explication liée au hasard
peut marcher une fois, mais a du mal à marcher 40 fois d'affilée, comme c'est le cas pour les Néandertaliens, ou alors c'est vraiment pas de chance du tout pour eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental aussi pour la compréhension de ce qu'est les Néandertaliens. Pour finir, puisque j'avais la chance de venir pas très loin du site, je voulais mettre quelques informations supplémentaires sur la ferracie, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler sur ce gisement-là. Vous connaissez là aussi sûrement mieux que moi ce site-là. Il a été fouillé pendant très longtemps et depuis très longtemps. Il y a eu des fouilles plus récentes aussi. Moi, mon travail sur ce gisement-là, il s'est fait un peu dans l'autre sens. J'ai commencé par aller chercher dans les anciennes collections, celles qui sont à Paris, qui sont à Saint-Germain-en-Laye, qui datent des fouilles des années 70, et ça nous a permis de retrouver plein d'informations et d'aller assez loin. Alors ça, c'était la première étape à Saint-Germain, où on a été chercher dans les collections où il y avait beaucoup de caisses. Ça, c'est qu'une partie des caisses de la ferracie. Il y en a plus qu'ici, hein. Je suis désolé, Stéphane. Mais ça nous a permis de trouver pas mal de choses. On a retrouvé quelques dents isolées qui sont venues compléter les dents isolées qui avaient été retrouvées ici, d'ailleurs, par Stéphane. Et puis surtout, on a eu une chance assez incroyable, d'où l'intérêt d'ailleurs de conserver ces collections anciennes et de retourner dedans. C'est que les fouilles des années 70, à la ferracie, visiblement, il n'y avait pas eu de réexploitation des caisses qui avaient été faites à l'époque sur ce gisement-là. Et puis, il semblerait que les niveaux moustériens, au début, ce n'est pas ceux qu'ils avaient préféré étudier. Et ce qui fait qu'on a eu une chance inimaginable, en ouvrant un seul sachet, de trouver plus de fossiles humains que beaucoup de paléoanthropologues sur Terre. C'est que à la ferracie, il y a 7 squelettes qui ont été trouvés. La ferracie 8 a été identifiée en 1973, mais en fait, en 1970, ils fouillaient déjà juste à côté de l'endroit où était l'enfant. Et sans s'en rendre compte, ils sont passés à travers. Et le fouilleur qui était là à ce moment-là, probablement n'avait pas beaucoup de connaissances d'anthropologie, ou je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est fait, mais a mis dans un sachet près de 50 restes humains d'un enfant néandertalien, qu'on a identifié en un quart de seconde quand on les a trouvés, parce qu'un sachet avec 50 restes humains, ça se voit assez vite. Temporales, mandibules, vertèbres, des morceaux de côte, donc vraiment un complément très important par rapport aux spécimens qui avaient été trouvés là-bas. Je vous disais des dents isolées qui ont été retrouvées dans les différentes zones du site de la ferracie, ce qui était intéressant, parce qu'il y a des chercheurs qui pensaient que les Néandertaliens n'avaient pas habité tout le site. Là, on avait des restes humains aux 3 coins de l'extension de la fouille. Donc, a priori, s'il y a des restes humains aux 3 coins de l'extension, c'est qu'il y avait des hommes. Et puis, on est même revenu fouiller un petit peu ici. Enfin, on a profité des fouilles qui avaient lieu sous la direction d'Alain Turc et puis avec plein d'équipes différentes. On est venu, les fouilles sérieuses qui ont eu lieu là-bas, c'était pendant 5 ans derrière le muret sur une grande extension pour essayer de réviser ça. Nous, on s'est contenté du petit mètre carré qui est ici. C'était l'endroit où avait été trouvée la ferracie 8. Et on espérait, au fond de moi, j'espérais faire le même coup que trouver le sachet de 1970 avec plein de restes humains. C'est un squelette qui est partiel, avec des parties conservées du bassin jusqu'au crâne et aucun élément des jambes. Et on espérait bien qu'il reste quelque chose en dessous, et malheureusement, il ne restait rien. Donc on n'a pas trouvé d'ossements supplémentaires, mais par contre, on a trouvé un bout de dent néandertalienne d'adulte, qui ne correspond pas au même enfant. On ne sait pas exactement où elle était, parce qu'on l'a trouvée en nettoyant le carré, mais c'est néandertalien, c'est sûr. Ça ne va pas changer la face du monde et les connaissances sur les Néandertaliens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des informations nous ont permis de bien mieux comprendre comment était positionné cet enfant et ce qu'il y avait autour de cet enfant-là. Et ça, c'est une des difficultés pour les Néandertaliens, c'est que la plupart des squelettes qu'on connaît aujourd'hui ont été trouvés il y a très longtemps, ce qui fait qu'on n'a pas les données archéologiques fines qui nous permettent de bien montrer si on a des sépultures. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a été capable de démontrer qu'il y avait une distribution anatomique très très claire des restes humains. On a retrouvé une corne de bison qui était posée le long du corps de l'enfant néandertalien. Ah, j'ai pas mis l'autre image. Et puis surtout, on a réussi à
à dater les différents niveaux archéologiques. Cet enfant est dans une position inverse par rapport aux couches géologiques. Au-dessus, en dessous de lui, il n'y a rien. Et les dates qu'on obtient au niveau de l'enfant sont de la même ancienneté que les couches qui sont au-dessus de l'enfant. Donc là, on a vraiment tout un ensemble de données archéologiques qui nous permettent de montrer qu'il est intrusif, qu'il n'est pas à sa place, qu'il est dans un sens et qu'il est beaucoup plus récent que la couche qui est autour de lui. Donc on a vraiment de très très bons éléments pour essayer de démontrer que c'est une sépulture. Et là, ce qui est amusant aussi, c'est que les dates qu'on obtient sont assez proches des dates obtenues pour les habitations et pour le premier squelette de la Ferracie qui avait pu être daté à l'autre bout du site. Là encore, c'est une vue d'artiste. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont enterré les deux le même jour, mais ça montre quand même une unité d'événements pour ces choses-là. Et pour finir, la dernière diapositive, c'était pour vous montrer un peu mon cadre de travail. C'est terrible. J'ai pas vu sur la Tour Eiffel, mais c'est pas mal quand même. Le musée de l'Homme, c'est un bel endroit. N'hésitez pas à venir le visiter parce que ça a été rénové. C'est très différent de l'ancien musée de l'Homme. On est dans quelque chose de très moderne d'un point de vue muséographique, mais avec aussi des avantages. En ce moment, il y a une exposition sur le racisme, sur les relations entre les hommes, qui est exceptionnelle sur un sujet comme ça. C'est vraiment une belle réussite. Et puis, autre intérêt aussi, c'est qu'on a un musée où sont exposés des fossiles originaux, ce qui est rare. Alors, vous avez la chance d'en avoir un ici, mais il n'y en a pas beaucoup sur Terre qui exposent des fossiles originaux. Et on a en particulier Cro-Magnon 1, qui reste au musée de l'Homme a priori, même s'il est fort probable que dans l'année qui vient, vous pourriez avoir la chance de voir des fossiles originaux de Cro-Magnon ici, dans le cadre du 150e de la découverte de l'homme de Cro-Magnon. Et puis, pour finir, j'ai donc fait quelques livres. J'en ai d'autres qui vont sortir cette année, mais je voulais aussi vous dire que sur mon site internet, j'essaye de mettre pas mal d'informations, pas sur ce que je fais, mais sur la préhistoire en général, parce que je me suis rendu compte, justement, en regardant les informations qu'on pouvait voir partout, qu'il y avait des choses plus ou moins justes. Par exemple, une fois, on m'avait demandé de relire des articles pour un livre écrits par des rédacteurs scientifiques qui allaient chercher leurs informations sur Wikipédia. Il y avait des choses que je ne trouvais pas très justes. Je suis allé vérifier les sources en tapant les phrases sur Google, j'ai retrouvé dans Wikipédia. Vu que c'était de la préhistoire, du néandertalien ou des sujets sur lesquels j'avais travaillé, j'avais corrigé les sources sur Wikipédia, renvoyé à l'auteur en lui disant ça c'était faux, je t'ai corrigé. Il m'avait renvoyé un mois après en disant j'ai pas changé parce que c'est toujours ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. Et j'avais vérifié sur Wikipédia, il y avait des gens qui m'avaient corrigé moi. Donc c'est la limite aussi de ces ressources accessibles à tous. Globalement, ce qu'on y voit est vrai, mais dans le détail, parfois ça ne l'est pas totalement. Donc c'est pour ça que sur mon site, j'ai fait exprès de mettre des choses très précises sur l'évolution de l'homme, les datations, ce qu'on en connaît, pour qu'on puisse trouver sur Internet des informations plus sûres que celles qu'on trouve facilement sur Wikipédia. Et j'ai terminé, et je peux répondre à vos questions maintenant, si vous en avez. Oui. Alors, je voudrais vous poser une question, parce que c'est une question que ma petite fille m'a posée il y a 12 ans. Puis, elle a étudié un petit peu la préhistoire, et on leur a montré la préhistoire à partir de Erectus. Et elle m'a dit, mais mamie, à partir de quand on a perdu les poils? Et moi, écoutez, j'ai pas su lui répondre. Eh bien, je vais vous répondre que je ne sais pas, mais je vais quand même essayer de vous donner une réponse après. En réalité, on ne sait pas. Ce genre de choses-là, on n'est pas capable de le savoir. On a pris cette idée de représenter toujours des australopithèques avec plein de poils parce qu'on avait l'idée préconçue qu'ils ressemblaient plus aux singes qu'à nous, donc c'était logique de leur mettre moins de poils. Après, il y a eu l'idée... les hommes en dehors d'Afrique, puisqu'il fait plus froid, on va les habiller, mais ça dépend. Parfois, on leur met des poils ou pas. Enfin,
il y a toujours cette idée sous-entendue de capacité intellectuelle, d'être capable de se faire des outils ou pas, et que les poils ne se perdraient qu'au moment où l'homme est capable de se faire des habits. Ce qui est finalement un raisonnement un peu simpliste, parce qu'il y a des peuples d'Homo sapiens récents qui continuent à vivre très dévêtus dans des régions plus fraîches que d'autres, parce que c'était aussi une manière de vivre. Enfin, c'est très compliqué de lier directement au climat ou aux capacités. Il y a eu plein d'explications posées. Moi, celle qui me plaît le plus ou que je trouve un petit peu convaincante, c'est de proposer qu'il y a un lien entre la différence de posture du corps et la manière dont on se déplace, et que ça pourrait expliquer la perte des poils. En fait, à partir d'Homo erectus, un peu avant, peut-être Homo habilis, Homo erectus. Homo erectus, c'est vraiment les premiers hommes qui ont une stature proche de la nôtre. Si on trouve des os du squelette, les proportions sont les mêmes et ils sont d'une taille qui rentre dans la variabilité actuelle, alors que les australopithèques avant sont plus petits avec des proportions différentes. Et ben, Homo erectus, en tout cas, a colonisé le reste de la planète, s'est déplacé beaucoup plus loin. Ça implique de marcher plus loin, ça implique des marches plus longues, ça implique peut-être de courir aussi plus. Et donc l'idée, c'est que quand on fait ça, la thermorégulation qu'on peut avoir est différente, et que le fait de perdre des poils permettrait probablement, sur des marches très longues, de mieux réguler la température. C'est l'explication scientifiquement que je préfère, d'imaginer que ça a eu lieu juste avant Homo erectus, où il y a à peu près 2 millions d'années, avec ce changement de manière de vivre et d'adaptation. Mais évidemment, ça peut être faux aussi, et on n'en sait rien, et on ne saura probablement jamais qui, le premier, s'est retrouvé sans poil. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu des explications qui ont été proposées aussi, en partant d'une idée très logique, c'était de dire, suffit de regarder les poux et les morpions, et de voir quand ils ont divergé d'un point de vue génétique. Il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus en se disant, forcément, c'est le même type de parasite, mais à partir du moment où ils n'ont pas pu passer de l'un à l'autre, ils ont divergé, et regardez quand ça s'est passé. L'estimation, je crois que c'est 800 000 ans à peu près. La limite de ça, c'est que de toute façon, quand on fait des datations génétiques, c'est toujours une estimation. Il y a toujours c'est compliqué de savoir à quelle vitesse se font les modifications génétiques. Alors pour le coup, et le morpion, je ne sais pas bien parce que je ne maîtrise pas du tout. Mais pour les hommes en particulier, quand on parle de dates obtenues avec la génétique, il faut être vraiment prudent, parce que cette horloge moléculaire, du peu qu'on en sait, dès qu'on travaille un peu plus dessus, on se rend compte qu'on a des approximations énormes. Ce qui fait que si on vous dit 2 espèces se sont séparées il y a 500 000 ans, ou les hommes et les chimpanzés se sont séparés il y a 8 millions d'années, il y a quelques années, on disait hommes et chimpanzés il y a 4 millions d'années, 5 millions d'années, puis après il y a eu Toumaï, on a 17 millions d'années, puis 8, 9 millions d'années. En gros, c'est la même chose, quoi. Parce qu'on n'a pas une précision suffisante avec ces techniques-là pour être capable de dater. Donc, poux et morpion, je n'ai pas été convaincu, surtout que dans la même étude, ils étaient en train de nous dire que visiblement, le morpion l'aurait hérité du gorille. Et je préfère pas savoir comment on aurait pu hériter du morpion du gorille. C'est ça. Oui, vous avez montré plusieurs types de squelettes, de têtes, de crânes, mais celui d'Homo naledi ne figure pas dans votre tableau. Alors, pourtant, son cerveau a des particularités par rapport aux autres. Alors, je ne connais pas encore bien les particularités du cerveau d'Homo naledi. Les spécimens qui ont été trouvés jusque-là, ils sont très fragmentaires. Donc, on n'a pas beaucoup de zones en commun. Et c'est juste l'été dernier, ils ont trouvé un spécimen plus complet avec les 2 tiers du cerveau qui sont conservés. Pour le moment, les premiers travaux sur ces endocrânes ont essayé de montrer des particularités, mais c'était vraiment pas convaincant. Et moi, j'ai commencé à travailler sur cela, en fait. C'est pour ça que je peux presque répondre. La limite pour le moment, c'est que j'ai eu accès qu'à ceux qui sont vraiment fragmentaires. Donc c'est compliqué, mais j'ai été surpris parce qu'anatomiquement, ils sont vraiment différents. Je m'attendais à avoir beaucoup de ressemblances avec Homo erectus sur la forme du cerveau,
parce que sur le crâne, ça rappelle un peu Homo erectus. Et bah, pas tant que ça a des proportions un petit peu différentes, et surtout, c'est un cerveau qui est vraiment petit, avec, je vous parlais des caractères liés au langage, ou des aires un petit peu particulières qui se développent. On le voit en général avec l'augmentation de taille quand même. L'aire de Broca, où il y a plusieurs zones là en relief qui sont aussi liées au langage, qui deviennent plus marquées à partir d'Homo erectus, mais des Homo erectus qui sont 2 fois plus gros ou 3 fois plus gros que les endocrines d'Homo naledi. Bah, Homo naledi qui est tout petit, il a déjà ces caractéristiques-là, donc c'est assez surprenant. Mais pour le moment, pas assez de données encore pour être vraiment capable de bien comprendre, de le situer, et puis d'un point de vue fonctionnel. Est-ce qu'il est juste de penser que les Néandertals ont cohabité avec les Homo sapiens? Est-ce qu'il y a eu du sang mêlé, quoi? C'est certain. C'est totalement sûr, et probablement beaucoup plus que ce qu'on a pu le dire jusqu'à maintenant. Parce que pendant longtemps, on a imaginé que Néandertal, il s'était arrêté un peu à l'est de l'Europe, et qu'il n'était pas allé au-delà. Depuis, on a trouvé des sites plus loin, Irak, Ouzbékistan, on a le site maintenant au milieu de la Russie, Denisova, il y a aussi des restes néandertaliens, et on connaît aussi des fossiles jusqu'en Chine qui ont des caractères néandertaliens. Alors ceux-là, je ne suis pas encore totalement sûr, ils n'ont pas été totalement détaillés, c'est encore discutable, mais dans tous les cas, il est probable qu'on trouve des néandertaliens très, très vers l'est. Une autre limite aussi, c'est que tous les sites qu'on trouvait justement dans ces zones-là, quand on trouvait des outils, on les attribuait à Homo sapiens, parce que au-delà de 60 000 ans, dans toutes ces régions-là, Néandertal et Sapiens faisaient le même type d'outillage, le moustérien. Donc tout ce qui est très à l'est et un peu vieux, on a dit que c'était Sapiens, mais par principe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on reprend tous ces endroits-là, peut-être qu'on aura de meilleures informations. Une des évolutions techniques récentes, d'ailleurs, va vraiment probablement beaucoup nous aider à ça, c'est que depuis 1 an, ils sont capables de trouver de l'ADN dans le sédiment. Évidemment, ils ne trouvent pas le génome complet, ils ne pourront pas tout nous dire des hommes qui sont passés. Vous imaginez le type d'ADN qu'on peut trouver dans du sédiment. Hein. Mais ça permet quand même de savoir qui est passé par là. On ne saura pas non plus s'ils étaient 17 ou pas, s'il y a 2, 3 peut-être, mais voilà. C'est juste être capable de dire si c'est Sapiens ou Néandertal. Et ça, ils l'ont développé, et ils vont essayer de l'appliquer à toutes ces régions-là. Et je pense que quand ce sera fait, on va avoir des surprises qu'on n'attendait pas. Parce que tous ces gisements-là, où par principe on s'est dit c'est Sapiens, c'est pas impossible qu'il y en ait un certain nombre qui soient finalement néandertaliens. Et pour les gènes, on sait donc qu'il y a eu des échanges, et plusieurs fois. Mais de manière quand même qui sont restées assez exceptionnelles. Merci. Est-il vrai que le cervelet de l'homme moderne est plus développé que celui de Néandertal? J'avais entendu lors d'une dernière conférence cet été. Ah, oui, je vois même qu'il dit ça. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je suis assez étonné, ils ne l'ont pas encore publié, ce travail-là. C'est l'équipe du Max Planck, c'est Jean-Jacques Hublin qui a dû dire ça. Je ne sais pas, la forme est différente. On a un cervelet qui est particulier en forme par rapport aux autres espèces d'hommes préhistoriques, c'est sûr. Par contre, en termes de taille ou de position, moi je ne vois pas de différence. Donc je ne peux pas vous répondre. La forme est différente, sûr. Vous avez comparé les cerveaux de l'ancien avec le mot sapiens de maintenant. Est-ce que vous pouvez vous projeter, mettons, dans 100 000 ans, quelle forme il aura à peu près? Et la possibilité de se projeter. Bien sûr, moi je peux, on peut toujours s'amuser, mais scientifiquement non. En fait, parce qu'il n'y a aucune prédictibilité, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il n'y a pas de logique ou de continuité, et c'est le hasard qui prévaut pour toutes ces choses-là. Donc quand on représente un homme du futur
avec un crâne très très gros, des doigts, des membres atrophiés, ou non, c'est bête. Et pareil, ne dites pas à vos enfants, petits-enfants, que leurs pouces vont devenir énormes et que non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe l'évolution. Et donc on n'est absolument pas capable de savoir comment notre cerveau va continuer d'évoluer. C'est dommage. Oui. Ceux qui ont un plus gros pouce ont plus de chances de survivre. C'est non plus pas aussi simple que ça, parce que ce qui décide souvent, c'est le hasard. Ouais. Non, mais enfin, c'était une anecdote, mais c'est vrai qu'on résume souvent l'idée de l'évolution, où on croit que Darwin a écrit que l'évolution, c'est uniquement la compétition et toujours la survie du plus fort. C'est sûr que c'est sous-entendu dans ce qui a été écrit et dans ce qui est dit, mais l'évolution, c'est pas que ça. Le plus adapté, c'est parfois aussi le plus vénard. Et surtout, les caractères qui vont être passés, souvent, ce sont ceux qui sont passés par hasard et qui s'avéreront utiles peut-être plus tard. Donc, cette idée de... C'est toujours celui qui a le meilleur ratio du moment par rapport à l'environnement, qui va toujours se reproduire et pas les autres, elle est vraiment trop simpliste. C'est presque anecdotique d'ailleurs. Et quand on regarde les êtres vivants actuels et qu'on étudie maintenant beaucoup dans le détail la reproduction des lions, des chimpanzés, de plein d'animaux, on se rend compte que c'est pas forcément le mâle dominant qui donne naissance à tous les petits. Il y a des exceptions aussi, hein. Je suis pas en train de dire que c'est tout le temps le cas. Je crois que chez les orang-outans, le mâle dominant représente plus de 50% des petits, mais il ne représente que plus de 50% des petits. Ça veut dire qu'il y en a quand même la moitié, ou c'est un autre qui passait par là. Et il y a beaucoup d'animaux, et il y a des exemples, justement, là ça ne me vient pas tout de suite, mais il y a des espèces animales avec des mâles dominants, où les mâles dominants sont beaucoup moins représentatifs de ceux des petits qui naissent après, et il y a des espèces qui volontairement augmentent la variation en multipliant les partenaires justement pour augmenter la chance. Je sais qu'il y a des espèces aussi où on s'est rendu compte que quand il y avait des périodes de crise importantes, il va y avoir une sélection particulière pour des partenaires très différents pour augmenter les chances de survie de l'espèce. Donc c'est extrêmement compliqué ça. C'est pas simple, donc non, pas sûr que ce soit ceux qui ont les plus gros pouces qui survivent. Plus de questions? Merci beaucoup. Merci.